allons démarrer notre conférence de presse avec l'ambassadeur Moka, candidat sénateur qui est en face de nous. Dès l'entrée du jeu, nous voudrions savoir qui est monsieur l'ambassadeur Moka. En quelques lignes, votre biographie. Marié, père de famille, 5 enfants, docteur en sciences politiques, maîtrise en économie financière et en business administration, professeur d'université, ambassadeur continental, roi du peuple ANC, candidat au sénatorial, homme de Dieu. Voilà en résumé qui je suis. Merci beaucoup pour la parole accordée. Sinon, ma préoccupation était celle-ci. Par rapport à votre projet si élaboré, au niveau de l'éducation et la formation comme socle du développement. À ce point-là, quels sont déjà vos partenaires à la base pour améliorer l'éducation et l'accès à la formation professionnelle? Voilà, donc déjà au point de départ, c'est la construction d'une université ici dans le Bandundu, qui va s'appeler Université Béatrice Mouila-Millier. C'est le prénom et le nom de ma mère. Donc je vais construire cette université comme souvenir, comme mémorial pour elle. Elle est toujours en vie, Dieu merci, jusque-là. Cette université aura une capacité de plus ou moins 10 000 étudiants, mais ça ne sera pas le type d'université que vous avez l'habitude d'avoir ici en RDC. J'ai été inspiré par une université au Ghana. Par exemple, vous aurez les facultés qui seront braquées sur les métiers pratiques. Ingénieur civil, ingénieur électronique, médecine, mais des médecines bien spécialisées, parce que vous savez, en médecine, il y a deux façons d'aborder la médecine. Il y a la façon que vous avez ici au pays. Ils font les 3 ans de ce qu'ils appelaient graduat. Aujourd'hui, voilà, ils font le premier cycle. Ensuite, ils font les 4 ans, je crois. Ah. Et dans le second cycle, là, ils font, je crois, déjà des stages. Ah, ils font des stages et puis ils ont terminé. Au total, il y en a pour 7. Il y a moyen de faire ça en moins de temps, en accent beaucoup plus sur la pratique. Voilà. Donc, l'université Béatrice Mouila-Millier sera vraiment axée sur la pratique. Par exemple, les facultés de droit, on n'aura pas de faculté de droit. Donc, ce sera vraiment orienté sur les choses pratiques, qui vont nous permettre, ici à Bandundu-Ville et dans le Kwilu en particulier, de pouvoir très rapidement avoir des gens qualifiés pour construire nos routes, nos aéroports, mais également, par exemple, notre système de drainage. Notre pays est très très pauvre en système de drainage, ce qui fait que nous sommes facilement inondés lorsqu'il y a des pluies et nous avons facilement des éboulements de terre parce que nous n'avons pas un système de drainage correct. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'éducation et au niveau pratique. Les partenaires, ce sont des Allemands. C'est une multinationale allemande qui s'appelle Premedium. Voilà. Et donc, c'est avec eux que nous allons commencer. Et puis, quitte à ce que d'autres viennent se mettre après. Il faut bien se dire que j'ai une enveloppe de 500 millions de dollars pour faire différentes choses ici dans la province du Kwilu. Rappelez-vous, notre province n'a jamais reçu même 1 million de dollars. Donc vous voyez qu'on parle d'autre chose.
On est dans une autre dimension, dans une autre approche. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut bien retenir et bien comprendre. Moi, je ne suis pas candidat député. Le député, c'est celui qui s'occupe de la population. Moi, je suis candidat sénateur. Donc, ceux dont je dois m'occuper, ce sont les députés provinciaux. Ça, il faut bien comprendre ça. Alors, tout ce que je viens de vous dire, oui, ça va servir la population, mais je le fais en ma qualité de roi du peuple et ainsi. Et vous le savez comme moi que la ville de Bandundu fait partie de Bagata. Et vous savez également comme moi que 95% de Bagata, ce sont des Yansi. Mais c'est clair que l'université, ce n'est pas seulement pour les Yansi. Bien sûr, c'est pour tous ceux qui sont qualifiés pour y être. Mais je veux d'abord, dans ma qualité de roi, poser ces actes-là, qui sont complémentaires avec ce que je ferai comme sénateur, mais qui est aussi distincte. Donc, en tant que sénateur, c'est d'autres actions que je vais pouvoir faire pour la province, alors que ce que je viens de vous dire ici, c'est d'abord avec le souci de dire comment est-ce que je développe le territoire de Bagata. Ah, mais un enfant qui est d'Idiofa, qui est de Massimanimba, qui est de Gungu, peuvent venir étudier dans cette université. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, à la fin du mandat, vous savez que nous avons un mandat de 5 ans comme sénateur, mais maintenant il nous en reste 3 et demi, malheureusement. J'espère qu'à la fin de ce mandat-là, que l'université ne sera peut-être pas opérationnelle, mais en tout cas que nous serons déjà très avancés au niveau des travaux. Avant que Doya puisse prendre la parole pour présenter ses préoccupations, Monsieur l'ambassadeur, nous voudrions faire un peu un retour au pédalage pour venir aborder l'initial. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre candidature étant sénateur? Vous venez de dire là, vous avez un projet de construire une université ici au Kouilou. Je ne sais pas, ça serait dans des territoires où seulement vous allez choisir la ville de Bandundu qui est proche de votre territoire de Bagata. Est-ce que ce projet est conditionné seulement par votre élection comme sénateur? Si oui, pourquoi? Non, pas du tout. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ce projet est lié plutôt à mes fonctions en tant que roi. Et Bandundu parce que c'est le chef-lieu de la province de Kouilou. Voilà. Mais Dieu a voulu que ça appartienne aussi au territoire de Bagata. Ça, c'est autre chose. En tant que sénateur, j'ai une autre ambition. En tant que sénateur, mon objectif, il est clair et sans ambiguïté. C'est faire le ménage. C'est faire le ménage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire de corruption que nous avons dans nos institutions, qu'il s'agisse au niveau des institutions provinciales, au niveau des institutions nationales, qu'il s'agisse des entreprises publiques, qu'il s'agisse des entreprises privées, qu'il s'agisse de la présidence de la République, eh bien, ils vont m'avoir sur leur chemin. Toute personne qui sera dans le business de la corruption, eh bien, ils vont m'avoir sur leur chemin. Ça, c'est le tout premier objectif. C'est de nettoyer ce pays par rapport à la problématique de la corruption. La deuxième chose, c'est au niveau de l'efficacité du fonctionnement des institutions provinciales dans le Kouilou. Nous avons des institutions, mais pourquoi est-ce que depuis 1960, quand l'homme blanc nous a laissé tout ce qu'il fallait ici, on pouvait prendre une voiture de Kinshasa, aller jusqu'au Bukavu en deux jours. La route était bonne. Surtout nous ici au Kouilou, qui avons bénéficié de la présence de beaucoup de religieux, jésuites et consorts. Regardez ce que l'homme blanc a fait, regardez où nous en sommes aujourd'hui. À cause de quoi? Parce que nous sommes plus bêtes? Non. Parce que nous avons moins d'argent? Non. Parce que l'or, le cuivre, l'uranium, le lithium, le diamant, l'agriculture, les rivières sont toujours là. Ça n'a pas bougé. Non, c'est à cause de nos institutions. Nos institutions fonctionnent très mal. Et nous, en tant que Congolais, nous sommes complices. Nous sommes les premiers complices. À commencer par vous, la population.
Parce que vous allez voter des gens sur base de votre ethnie, sur la base de votre langue, sur la base c'est un membre de la famille. Non, nous devons choisir des gens qui sont capables de nous sortir de cette misère, de cette boue. Donc nous avons besoin de la compétence, de l'expérience et de la probité. Alors pour ça, quand nous avons ces gens-là et quand nous réajustons le fonctionnement des institutions, à ce moment-là, nous pouvons espérer obtenir quelque chose. Voilà un petit peu. Merci beaucoup, Dorian Mukwando, Radio-Télévision Bande de Développement RTBD Ancien. Docteur Jean-Paul Moka Ngolo Mpati, candidat au Sénat, province du Kwilu, ambassadeur de l'Union africaine au roi Yansi. Parlons de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Comment imposer la transparence dans la gestion des ressources financières? Vous savez, vous entendez tous les jours, ah, il a volé 10 millions là-bas. Ah, on a volé 5 millions ici. Ah, on ne retrouve plus l'argent du gouvernorat dans le Bandondo. Oui, les gens sont scandalisés, mais quelque part, on a l'impression qu'on ne sait pas lutter contre ça. Et ça, c'est sous-entendu dans la question que vous posez. Effectivement, votre question est justifiée parce que le phénomène est là depuis tellement longtemps. On nous vole de l'argent des montants faramineux depuis un certain temps. Effectivement, pour un profane de la finance, vous pouvez vous poser la question, comment vous allez faire pour lutter? Mais c'est très très simple. Actuellement, grâce à la technologie et grâce à l'intelligence artificielle, il est impossible de voler l'argent de l'État. C'est-à-dire, le monsieur qui est là, qui est gouverneur, et qui a en face de lui les ordinateurs et les softwares, c'est-à-dire les programmes qu'il faut à l'intérieur, est capable de détecter à chaque fois qu'il y a un $100 qui manque. Bien sûr, comme il doit bosser, il ne va pas passer son temps à surveiller où est passé les $100. Il peut programmer son ordinateur pour que à chaque fois qu'il y a, je sais pas moi, $1000 qui disparaît, le système lui dit pam, 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 pam. Il peut regarder et il peut savoir dans quel département, dans le bureau de quel individu cette histoire est en train de klaxonner. Il peut prendre son téléphone, convoquer la personne ou convoquer son chef et dire là-bas, il y a un signal que il y a $1000 qui ont disparu. Est-ce que vous pouvez me faire le suivi? Non. L'histoire de voler l'argent de l'État, ce sont des histoires qui appartiennent aux pays bananières. Je ne vais pas utiliser d'autres mots. La technologie aujourd'hui nous permet de contrôler l'entrée et la sortie des finances publiques. Et quand nous aurons les personnes sérieuses, avec la volonté ferme de mettre fin à cette gabegie financière, eh bien vous allez voir, comme avec M. Donald Trump, il a été élu en janvier, regardez, nous sommes en mars, regardez ce qu'il a déjà fait, eh bien au Congo, nous serons capables de le faire. Moi, je vais tenter cette expérience pour la province du Kwilu, bien que n'étant pas gouverneur du Kwilu, mais en tant que représentant des députés provinciaux au niveau national, j'ai le devoir de jeter un coup d'œil sur ce qui se fait à l'intérieur de la province. Et donc là, gare à la personne qui va s'amuser à jouer avec l'argent du Kwilu. Je crois que de toute sa vie, il apprendra qu'il n'a jamais fait face à quelqu'un comme moi. C'est là où ils vont apprendre la leçon. Au niveau des institutions supérieures, à commencer par Kabila, ils savent déjà Moka de quoi il est capable. Monsieur l'ambassadeur, vous et moi connaissions que la mission d'un parlementaire est bien connue, notamment celle de représenter la population, légiférer et aussi contrôler l'exécutif. Mais vous venez avec des programmes partant de l'éducation économique. Comment comptez-vous faire tout ça? Alors, il faut bien séparer deux choses. Tous les projets économiques que vous lisez là, ça c'est dans le domaine de mes fonctions en tant que roi. Mais tout le reste, contrôle de l'exécutif, légifération, là c'est autre chose. Là c'est autre chose.
Mais je ne tiens pas à être un sénateur qui gagne ses 40 000 $. Il vient au Sénat. Si vous venez 2 heures après, vous le voyez en train de dormir. Et puis on dit « vote ». Il se réveille et il vote. Et ensuite, il sort de là, tutubant. Il entre dans sa belle Jeep. Et puis, il rentre dans sa belle villa. Il a reçu ses 40 000 $ de salaire par mois. Il a sa belle Jeep. Il a son passeport diplomatique. Ses enfants étudient en Europe. Il a légiféré en lisant ce qu'il devait lire au niveau des lois. Il participe à une commission où il donne ses idées et il se limite là. Non, non, moi je ne vais pas me limiter là. Et parlant du contrôle de l'action gouvernementale, comme je vous ai dit, si je repère dans le gouvernement des ministères où il y a des soupçons sérieux de corruption, c'est là où vous allez me voir monter au créneau. C'est là où vous allez me voir me batailler comme un lion pour que cette histoire-là se termine. Bobline? Par rapport au projet éducationnel, ici on parle encore roi des Yancy. Alors, comment pensez-vous renforcer la formation de jeunes et de femmes pour leur offrir plus d'opportunités économiques? C'est ce que je fais déjà actuellement, c'est-à-dire la première chose, c'est d'identifier les bons éléments. Les bons éléments, c'est par exemple un jeune qui a terminé avec 75% les examens d'État. D'accord? Eh bien, généralement, c'est toujours le même problème qu'ils ont. Les parents n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer leurs études. Eh bien, moi, je ferai ce que je fais déjà. C'est-à-dire, il faut leur donner des programmes de bourse où ils peuvent étudier dans des pays développés. Je pense ici aux États-Unis, à la France, à la Chine, au Japon, en Belgique, Grande-Bretagne, etc. Ça, c'est déjà une première chose que je fais déjà. Rien que fin de l'année 2024, eh bien, j'ai fait partir, combien? 17 plus 10, 27. Alors, ce mois-ci, il y en a 21 qui vont partir. Donc, ce sont des choses que je fais déjà. Évidemment, mon espoir est que ces gens-là, ces jeunes-là, peut-être après 2-3 années maximum d'expérience, qu'ils reviennent ici pour aider à construire ce que j'aurais déjà commencé. Hein? Donc, ils savent que quand il revient au pays, il aura une belle petite maison. On ne demande pas des châteaux, mais une belle petite maison où tout fonctionne. Qu'est-ce que je veux dire tout fonctionne? L'eau fonctionne, le courant fonctionne, son internet fonctionne, son jardin est propre et il peut faire son travail. Et tous les mois, il a ses 2 000, 3 000 $ qui tombent et avec ça, il peut nourrir sa famille. C'est là où je suis et c'est là où je vais. Sauf que maintenant, je le fais en privé. Là, je vais le faire de manière officielle. Et donc, j'espère que on va mettre plus de moyens. Je termine ce chapitre en disant ceci. Rappelez-vous qu'en 1972, le président Mobutu a sélectionné les meilleurs bourgmestres et les a envoyés en formation en Allemagne. Il était président de la République. Et en 1972, à cause de notre cuivre, nous avions un surplus dans notre budget. Depuis lors, il n'y a plus jamais personne qui a fait quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait ici avec nos députés provinciaux, 5 députés provinciaux. Je les ai envoyés en Allemagne. Tout ce que je fais là. Mais pourquoi est-ce que notre gouvernement ne le fait pas? Pourquoi est-ce que notre gouverneur ici ne le fait pas? Ben, ils vont vous dire parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et moi, je fais comment? Moi, je ne suis pas milliardaire. Et pourtant, j'arrive à le faire. Donc, c'est une question de volonté d'abord. C'est une question de réseau. Vous ne pouvez pas, quand vous devenez ministre... Quelle différence existe-t-il entre un sénateur qui agit et un politicien qui promet? Comme ça, nous demandons votre indulgence. Parlons de positionner les Kwilu comme un acteur incontournable du développement en RDC. Est-ce que pouvez-vous nous situer dans le temps et dans l'espace si vous devenez sénateur? Comment vous allez procéder? Nous avons combien de candidats sénateurs? 74. Lesquels d'entre eux vous ont donné un prospectus avec tout leur programme? Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que dans leur petite chambre, où ils ont rassemblé 15-20 000 $, ils vont convoquer un pauvre député provincial la nuit et lui dire, bon, Bakambongo Yaï, l'essentiel est qu'on vote Mounou. C'est ça qu'ils font.
Moi, je fais autre chose. Moi, j'apporte l'idée, je prouve que concrètement, je fais des choses. J'ai dit, mon vieux, tu es député provincial. Même si je ne t'ai pas donné un franc, j'espère que quand tu vas être seul là-bas dans l'urne, parce que le vote est secret et il est individuel, j'espère que tu auras bien bouffé les 20 000 $ du voleur qui te les a donnés, mais que dans ta conscience, tu sauras que c'est Moka qu'il faut choisir, parce que Moka vient avec des choses saines, concrètes, et il fait déjà ses preuves. D'accord? Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, je reviens à votre question. Ben, si nous voulons que le Kwilu devienne le rayonnement de la RDC, mais vous oubliez une chose. Moi, je ne peux pas l'oublier puisque j'ai fait mes études à Kinzambi. Moi, quand j'ai terminé ma première primaire à Malula, à Kinshasa, ma deuxième, je suis entré à Kinzambi. J'ai fait toutes mes primaires à Kinzambi. Première CO à Djouma. J'arrive en Belgique, dans la meilleure école de la Wallonie. Meilleure école. Ben, j'étais premier de classe. Alors qu'ici à Kinzambi, j'étais pas premier de classe. J'étais parmi les 5 meilleurs. Donc ça veut dire qu'à l'époque, nous avions un système d'éducation qui permettait au Kwilu de dire les meilleurs cerveaux, les meilleures écoles, les meilleurs enseignants sont dans le Kwilu. C'est ainsi que nous avions l'audace, l'orgueil de dire que nous sommes la lumière, parce que nous donnions la lumière aux autres. C'est comme cela que jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Lubumbashi, on nous appelle les Bazungu, si vous ne le savez pas. Bazungu, ce sont les Blancs. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle comme ça? C'est parce que nous avons laissé une réputation d'une certaine manière de faire les choses, d'une certaine logique. Donc nous devons rétablir cet équilibre-là parce qu'aujourd'hui, nous sommes en dessous de tout le monde. Remarquez le gouvernement qui est mis en place. Toute la province du Bandundu, une seule personne. Ce n'est pas normal. C'est parce que nous ne pesons plus. On fait les élections pour tout le monde et nous, on nous fait nos élections 1 an plus tard. C'est parce que nous n'avons plus de poids. À l'époque, nous avions des références. Nous avions les Kamitatu, nous avions les Gizenga, nous avions les Kishwe, nous avions et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc nous devons revenir sur cela. Pour revenir sur cela, ça doit être un effet d'entraînement. L'effet d'entraînement veut dire quoi? Ça veut dire que je puisse identifier les sénateurs et les députés qui partagent cette philosophie. Nous devons nous réunir ensemble et dire, bon, maintenant, ensemble, on fait comment pour pouvoir atteindre les objectifs. Vous avez 1 minute pour vous adresser à vos électeurs qui sont les députés. Chers honorables députés, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que les caisses sont vides, les routes sont mauvaises, notre agriculture ne fonctionne pas. Nous avons toujours ce problème de Cap Congo. Le gouvernement prend des décisions au Conseil des ministres et Cap Congo continue à faire ses bêtises. Et tout le monde regarde et personne ne sait rien faire. Chers honorables, est-ce que nous allons laisser les choses continuer à descendre aussi bas? Notre avenir n'est pas une fatalité, nous pouvons encore changer les choses. On vient vous corrompre, ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant qu'on vient vous corrompre. Prenez cet argent-là, bouffez ça. Parce que le corrupteur, c'est un voleur, donc bouffez bien son argent. Mais quand vous serez seul devant l'urne, il n'y a personne qui sera là pour voir quel est le choix que vous avez fait. Faites le bon choix, un choix utile. Ne perdez pas votre voix avec quelqu'un que vous savez ne va pas passer. Rassemblez vos voix autour des candidats sénateurs que vous savez ont une chance de passer. Les statistiques nous démontrent que depuis que les élections existent dans ce pays, eh bien, il y a toujours eu un sénateur pour un territoire. Ça n'a jamais été 2. Et donc, il y a toujours un territoire qui manque de sénateurs. Cette fois-ci, quel est le territoire qui va manquer de sénateurs? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y aura 4 territoires qui vont avoir des sénateurs. Entre autres, le territoire de Bagata, dont je suis issu. Si vous considérez que je suis le meilleur candidat pour cela, votez-moi. Mais attention, il y a un piège. Ne vous dites pas, oh, de toute façon, Moka va être élu. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que quand vous vous dites ça, vous allez prendre votre voix que vous vouliez me donner et vous le donner à quelqu'un d'autre. Chaque voix compte. La voix là que vous vouliez me donner, eh bien, mettez Moka dans l'urne.
Ne mettez pas quelqu'un d'autre en disant non, de toute façon, Moka a déjà convaincu assez de gens. Ne faites pas cette erreur. Pour nous permettre d'être au Sénat et d'être votre bouclier et votre défenseur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.